Bien, bonjour à tous. Donc, en une quinzaine de diapositives, je vais vous présenter un focus de l'intervention de l'Agence d'urbanisme de l'Aire toulonnaise et du Var sur le SCOT Provence-Méditerranée, donc dans le Var, le SCOT de Toulon, pour ceux qui ne connaissent pas bien le nom Provence-Méditerranée. Donc, après vous avoir présenté succinctement un peu le territoire du SCOT, je vous présenterai surtout des éléments de méthode sur la trame bleue. Pas tout à fait des éléments de projet encore parce que le SCOT est en cours de révision et il serait malvenu de commencer à parler de projet alors que nous n'avons pas encore parlé vraiment avec les élus de projet. Mais cependant, je vous présenterai quand même des marges de manœuvre de ce que pour nous peut faire un SCOT sur la trame bleue. Et pour finir, un exemple concret de ce qui avait déjà été rédigé dans le premier SCOT approuvé en 2009. Donc tout d'abord une petite présentation de ce qu'est une agence d'urbanisme. Donc il y a environ une cinquantaine d'agences d'urbanisme en France. C'est un réseau à l'initiative, à la création de... C'est l'État en fait qui était à l'initiative de la création des agences d'urbanisme avec les collectivités, notamment pour permettre que la décentralisation se fasse bien, mieux planifier aussi l'aménagement du territoire. Donc nous, l'Agence d'urbanisme de l'Aire toulonnaise et du Var, nous avons été créés en 2003-2004, notamment pour élaborer le SCOT Provence-Méditerranée, donc le SCOT de Toulon. Et puis finalement, notre champ de compétences s'est élargi et nous travaillons sur trois missions principales, l'observation territoriale, la planification et les projets urbains. Donc, dans le domaine de l'eau, nous intervenons sur les SCOT pour lesquels nous sommes maîtres d'œuvre ou assistants à maîtrise d'ouvrage. Et puis aussi, tout récemment, nous intervenons sur 2 missions liées à l'eau et la prise en compte des risques inondations. Donc, pour le PAPI de l'Argence, du bassin versant de l'Argence, pour le compte du département du Var, nous travaillons plus particulièrement sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'action 19 qui vise à prendre en compte les risques inondations dans les documents d'urbanisme. Et puis là, encore plus récemment, nous allons travailler sur un projet d'aménagement et de développement de la basse vallée de l'Argence pour le compte de la communauté d'agglomération de Var-Estérel pour prendre en compte les risques inondations dans leur projet de développement et d'aménagement. Donc le SCOT Provence-Méditerranée a été approuvé dans un premier temps en 2009. Pour être compatible avec la loi Grenelle notamment et la loi Allure et aussi adjoindre, nous le verrons plus tard, un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer. Donc il a été mis en révision en juin 2013. Donc nous sommes sur un secteur quand même relativement urbanisé, même s'il y a à peu près 60%, voire plus, d'espaces qui sont encore naturels et agricoles. On concentre quand même 560 000 habitants, dont les 2 plus grosses communes du Var qui sont Toulon et la Seigne-sur-Mer. Et rien que le cœur de l'agglomération, qu'on voit surtout ici, concentre 65% des habitants, 70% des emplois, donc c'est pas rien pour le SCOT. Et on voit que l'urbanisation, finalement, donc elle est très dense autour de l'aire toulonnaise, et puis elle s'est petit à petit étendue, notamment le long du sillon permien, puisqu'il y a un axe autoroutier qui emmène vers Cœur du Var et Provence Verte. Donc on a aussi un lien entre les SCOT Cœur du Var et Provence Verte assez fort, notamment pour les déplacements domicile-travail. Donc, plus concrètement, concernant l'eau dans les SCOT, donc on l'a déjà expliqué, mais je vous le redis, un SCOT, c'est un schéma de cohérence territoriale. Donc, c'est un dispositif de planification de l'aménagement et du développement territorial. Il est à la croisée entre différentes politiques publiques et notamment, on l'a dit, l'accueil des populations futures, les logements sociaux, les transports, la cohérence urbanisme-transport, le développement économique et aussi l'environnement et la prise en compte de l'environnement. Donc, en matière d'eau plus particulièrement, le SCOT doit, au regard du Code de l'urbanisme, de traiter de 4 thèmes, notamment l'eau en tant que ressource, l'eau en tant que milieu naturel et plus récemment avec la loi Grenelle des continuités écologiques, l'eau en tant que vecteur de risque et notamment inondation et l'eau en tant que vecteur de pollution.
Donc, où retrouver tous ces thématiques dans les différents documents du SCOT, puisque en plus je m'en occupe particulièrement. En fait, un SCOT est composé d'un rapport de présentation, d'un projet d'aménagement et de développement durable, et d'un document d'orientation et d'objectifs qui décline en fait des mesures prescriptives ou des recommandations, notamment pour les PLU. Eh bien, l'eau va se retrouver dans l'état initial de l'environnement, c'est le diagnostic environnemental, dans l'évaluation environnementale, on en a parlé tout à l'heure, dans l'explication des choix, qui est aussi une justification en fait du projet au regard de l'environnement notamment, mais pas que. Et puis aussi, on doit justifier de l'articulation et de la bonne compatibilité du dispositif avec les documents supérieurs. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le SCOT Provence-Méditerranée s'est aussi lancé depuis 2013 dans l'élaboration d'un volet littoral et maritime de SCOT. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais si vous avez des questions, on pourra aborder la thématique littorale et maritime. Donc maintenant, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, concernant la trame bleue, donc une petite présentation déjà de notre réseau hydrographique. Alors, comme vous pouvez voir sur la carte, on a un réseau hydrographique dense et connecté. Je suppose que c'est quand même le cas sur plein de territoires, on n'est pas une exception. On a aussi de nombreux canaux d'irrigation, notamment sur la plaine agricole hiéroise et landaise. Je vous parle de canaux d'irrigation parce que pour nous, c'est aussi support de continuité écologique. On a une cinquantaine de zones humides qui a été inventoriée par le Conseil général en 2004, donc supérieure à 1 hectare, et on en a vraiment beaucoup plus inférieure d'1 hectare. On a 2 zones humides d'importance internationale qui sont les salins d'Hyères. On a après des cours d'eau permanents, naturels, des cours d'eau intermittents et puis aussi des cours d'eau fortement modifiés, artificialisés, couverts ou canalisés, et notamment ceux qui n'ont pas été retenus en réservoir autour de Toulon et de la Seine. On a aussi différents dispositifs de gestion, et ça c'est important de le mentionner, puisque en fait le SCOT peut aussi doit passer le relais au gestionnaire. Un dispositif de planification, que ce soit SCOT ou PLU, ne peut pas tout faire. Donc, et ces dispositifs existent déjà, et pour certains depuis longtemps. Donc c'est vrai que je n'ai pas affiché la carte, mais en fait on a 2 contrats de baie, donc un pour la rade de Toulon et un pour la rade d'Hyères, qui prennent aussi en compte leurs bassins versants, donc qui vont traiter aussi de la continuité écologique des cours d'eau. On a un SAGE sur le bassin versant du Gapo, donc le Gapo c'est ce principal cours d'eau. Donc voilà, on a un SAGE, on a un parc naturel régional, un parc national, et puis on a aussi différents sites Natura 2000, notamment des sites Natura 2000 qui prennent en compte des ripisylves et des cours d'eau. Par ailleurs, on a différents syndicats d'études ou de gestion des cours d'eau, notamment sur 2 cours d'eau. Donc un petit rappel, mais je pense qu'en fait tout le monde sait ce que c'est la trame verte et bleue, juste pour dire qu'il s'agit de l'identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques et de la stratégie politique et technique à mettre en place pour préserver ou remettre en état ces continuités écologiques. Donc, plus particulièrement sur le SCOT Provence-Méditerranée, donc nous avons fait appel, l'agence d'urbanisme, à 2 prestataires, bureaux d'études, Biotop et Even Conseil, pour nous aider à identifier la trame verte et bleue, puisque en tant qu'urbanistes, nous ne sommes pas forcément écologues, donc il nous fallait faire appel à des prestataires extérieurs. Et pour cette étude, c'est l'agence d'urbanisme qui est maître d'ouvrage de cette étude. Donc, je vous présente succinctement des éléments de méthode, puis on pourra y revenir après si vous avez des questions. Donc, tout d'abord, pour l'identification de la trame verte et de la trame bleue, on est parti sur la base, c'est l'occupation du sol et l'analyse de l'occupation du sol qui a été faite en 2011 pour le SCOT Provence-Méditerranée. On n'a pas pris celle du CRIGE comme par exemple le SRCE ou d'autres SCOT l'ont fait. Nous, on avait une analyse de l'occupation du sol propre à notre territoire, donc ce qui est quand même plus intéressant et plus fin. Et puis on a travaillé par sous-trame, comme le recommandent les orientations nationales de janvier 2014, je crois, et puis le SRCE travaille de toute manière par sous-trame. Et on retrouvera donc les éléments de la trame bleue dans les zones humides et les milieux aquatiques stricts, c'est-à-dire les eaux courantes, les cours d'eau. Par ailleurs, on a associé quand même les experts du territoire, notamment les services de l'État et tous les gestionnaires de milieux naturels qu'on avait sur le territoire. Et puis le bureau d'études a aussi organisé des journées de terrain pour vérifier notamment la fonctionnalité des zones humides ou des cours d'eau, et puis plus particulièrement de la trame verte en général.
Donc, concernant les milieux humides, pardon, je vais tomber donc, en fait, le bureau d'études est parti donc, sur l'analyse de l'occupation du sol qui identifiait déjà différents milieux faisant partie de milieux humides. Et puis, il s'est basé aussi sur une approche par espèce avec des espèces cibles et des cortèges d'espèces associées. Donc, je ne rentre pas forcément dans le détail, hein, juste pour vous dire que l'analyse de l'occupation du sol, telle qu'elle avait été fournie, n'était pas suffisante, puisque en fait, le bureau d'études a écrémé et a vu toutes les zones humides sur le territoire, et en fait, il en manquait. Et donc, on a complété avec l'inventaire du Conseil général en 2004, qui reste quand même pour nous la donnée d'entrée, donc l'inventaire des zones humides supérieures à 1 hectare. Par ailleurs, toutes les ripisylves ont été répertoriées et complétées avec celles qui avaient été aussi analysées dans les DOCOM Natura 2000. Nous sommes aussi basés sur la base de données Silene Flore pour ne pas oublier en fait tous les espaces, les vallons à laurier rose notamment. Par ailleurs, sur les zones humides, comme l'inventaire du conseil départemental date de 2004, eh bien, depuis, il y a eu une urbanisation sur certaines zones humides. Donc, on a préféré détourer en fait, les parties qui avaient été urbanisées. Quand je dis urbanisées, c'est on a remplacé la terre par du béton. Hein, donc, ça n'a plus de fonction de zone humide. Hein. Aussi, à savoir, comme je vous l'ai dit, que l'inventaire ne prend en compte que les zones humides supérieures à 1 hectare. Donc l'objectif du document d'orientation et d'objectif sera aussi de préserver, en tout cas on visera, nous l'agence, à inciter le SCOT à le faire, de préserver toutes les zones humides inférieures à 1 hectare, d'autant plus que le Conseil général qui est présent aussi dans la salle est en train de remettre à jour en fait, cet inventaire et va inventarier toutes les zones humides inférieures à 1 hectare sur le département. Une attention est portée aussi sur des espaces de fonctionnalité des zones humides. En fait, bien que ce n'ait pas été cartographié dans la trame bleue, dans le texte, dans le corps du texte, dans le document d'orientation et d'objectifs, on aura une attention particulière sur les espaces de fonctionnalité des zones humides. Aussi, il faut savoir que on a pas mal de zones humides artificielles, notamment des barrages sur le territoire, qui ont un rôle socio-économique fort, et notamment pour les agriculteurs. Donc en fait, au départ, on s'est posé la question de savoir si on retenait ou pas ces zones artificielles. Pour les agriculteurs, bon, il n'en était pas forcément question, mais finalement Biotop a tenu bon et nous a convaincus pour nous dire que certaines de ces zones humides, bien qu'elles soient artificielles, elles sont quand même colonisées par une flore et une faune importante, et donc c'est quand même un support de biodiversité. Donc ça, c'était pour l'identification des réservoirs. Pour les corridors, bon, je vous passe les détails, on pourra y revenir après. Il y a toute une analyse de géotraitement faite par le bureau d'études Biotop, qu'ils appellent analyse de chemin des moindres coûts. Bon, en tout cas, sur la sous-trame des milieux humides, les corridors qui ont été révélés sont pour la plupart non fonctionnels parce que en fait, les zones humides sont trop isolées, trop fragmentées, et ce sont surtout les cours d'eau et leurs ripisylves qui sont les principaux corridors des zones humides. Pour ce qui est de la sous-trame aquatique stricte, voilà, un peu la même méthodologie, sauf que l'occupation du sol n'a pas forcément déterminé en fait tous les cours d'eau. Donc nous, notre donnée d'entrée, ça a été le SDAGE. Donc le SDAGE qui est en cours, là, bientôt d'approbation, 2016-2021. On a eu plusieurs allers-retours avec l'agence de l'eau pour savoir, et avec aussi l'ADREAL PACA par rapport au SRCE, pour savoir quel cours d'eau retenir en réservoir de biodiversité. Puisque même Biotop ne nous disait pas forcément de retenir tous les cours d'eau en réservoir de biodiversité, donc il fallait les sélectionner. Et on a retenu, suivant certains critères du SDAGE, certains de nos cours d'eau. On a aussi analysé leur fonctionnalité grâce aux études qui ont été faites dans le SDAGE. Et puis par ailleurs, tous les autres cours d'eau ont été retenus en corridor. Donc maintenant, pour aller plutôt sur les leviers d'action d'un SCOT, bon là je vous faisais des rappels de ce que dit le Code de l'urbanisme, mais on en a déjà parlé notamment avec la première présentation. Donc je vais plutôt aller succinctement sur, en tout cas, selon nous, notre expertise, quels sont les leviers, les marges de manœuvre possibles d'un SCOT, et surtout quelles sont ses limites, parce qu'il ne faut pas croire, on ne peut pas tout faire avec un SCOT non plus.
Donc, un SCOT, déjà, c'est un diagnostic partagé. C'est déjà bien aussi que les élus qui approuvent le SCOT se mettent d'accord sur un diagnostic. Un SCOT va aussi, on l'a dit, donc étudier à travers l'évaluation environnementale les incidences notables du projet sur l'environnement. Il va mettre aussi en place des indicateurs de suivi, puisque un SCOT doit faire un bilan tous les 6 ans. Et puis aussi, à travers ses mesures phares qui sont de limiter la consommation de l'espace, un SCOT a quand même un levier d'action fort sur la préservation de la biodiversité. Rien quand on l'a dit en tout début en introduction, faire de la densité, densifier, éviter l'étalement urbain, c'est aussi important pour préserver la biodiversité. Et puis plus concrètement, concernant la trame verte et bleue, le SCOT va identifier des espaces à préserver. Donc il peut soit les localiser, soit les délimiter. C'est une option de délimiter, c'est pas obligatoire. Mais par contre, après, il va définir des modalités de protection à mettre en place dans les PLU, et notamment en matière de zonage ou de règlement d'urbanisme. On a pu le voir typiquement avec les exemples repris dans le SAGE, le PLU, voilà, on a vu des exemples. Et puis il peut aussi préciser des modes d'occupation et d'utilisation des sols qui sont interdits ou au contraire autorisés sous conditions. Par ailleurs, il peut mettre en place aussi des recommandations, comme par exemple faire des études complémentaires sur le domaine de l'eau ou faire émerger un projet territoire, comme par exemple une gestion coordonnée des cours d'eau. Par contre, voilà, un SCOT ne peut pas être un outil de gestion, il ne peut pas fixer des règles d'entretien des cours d'eau. Et par exemple, pour le cas des ripisylves, je ne suis même pas sûre qu'un PLU puisse obliger à replanter des haies. Voilà. Donc forcément, il doit passer le relais aux gestionnaires de cours d'eau. Et enfin, pour finir très très rapidement, en 2009, donc, nous avions approuvé le premier SCOT avant qu'il y ait la loi Grenelle et l'élaboration des trames vertes et bleues. Nous avions identifié ce qu'on avait appelé à l'époque un réseau vert, bleu et jaune. Donc c'était un peu une trame verte et bleue, jaune pour agricole. Et en fait, on avait donc concrètement, vous avez ce qui est écrit dans le SCOT, donc des orientations précises concernant ce réseau vert, bleu et jaune, et concernant en fait le réseau bleu plus particulièrement, on demandait au PLU de délimiter les zones humides, voire d'identifier même des zones tampons autour des zones humides, et puis ensuite de veiller quand même avec un zonage et des réglementations adaptées à leur préservation. Et en 2015, puisque 6 ans après, nous avons fait le bilan de ce SCOT approuvé en 2009, et on peut quand même être assez content sur le territoire, même s'il y a quand même des choses à revoir dans le SCOT qui est en cours de révision, puisqu'on voit qu'il y a une traduction forte de ce réseau vert, bleu et jaune dans les PLU, et que notamment les zones humides et les cours d'eau, ils sont identifiés par des zones tampons, des EBC ou des emplacements réservés pour la plupart. Voilà, je vous remercie de votre attention.